L'Inde est un pays d'une diversité linguistique incroyable avec des centaines de langues qui appartiennent à plusieurs familles. Certaines de ces langues sont parlées par des dizaines de millions de personnes et pourtant elles sont peu connues en dehors des frontières de l'Inde. Et c'est le cas de celle dont on va parler maintenant, le Kannada. Oui, alors, en français, Canada, ça se prononce comme le nom d'un certain pays d'Amérique du Nord, mais il n'y a aucun rapport. D'ailleurs, on trouve aussi la variante Kannara, le R et le D sont des approximations d'un son qui n'existe pas en français. Kannada, Plus anciennement, on utilisait aussi le nom Canaré, mais il est aujourd'hui désuet. Au niveau national, l'Inde a deux langues officielles, le hindi et l'anglais. Mais il y a aussi une liste de 22 langues avec une reconnaissance officielle, et les États et territoires de l'Inde peuvent désigner leurs propres langues officielles. Le Kannada fait partie de ces 22 langues, et c'est la langue officielle du Karnataka. Le Karnataka, prononcé en Kannada, Karnataka, c'est un état du sud-ouest de l'Inde avec plus de 60 millions d'habitants et l'un des plus riches du pays. Sa capitale est Bangalore, officiellement Bengaluru, Bengaluru. la troisième plus grande ville d'Inde avec plus de 8 millions d'habitants. Le territoire où le Kannada est parlé correspond en gros aux frontières du Karnataka. On trouve aussi un peu de Kannadiga, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui parlent Kannada, dans les régions voisines. Au Karnataka, il y a d'autres langues que le Kannada, mais les 2/3 des habitants le parlent comme langue maternelle et la plupart des autres le parlent comme deuxième langue. Au total, environ 60 millions de personnes savent parler Kannada. La plupart des langues d'Inde appartiennent à deux familles. Il y en a d'autres, mais c'est les deux principales. Au nord, on trouve les langues indo-aryennes qui comprennent notamment le hindi. C'est une branche des langues indo-européennes et donc ces langues sont lointainement apparentées au français. Au sud, on trouve une famille totalement distincte, les langues dravidiennes. 4 d'entre elles, qui sont de loin les plus parlées, sont des langues officielles d'État indien. Le Telugu, le Tamoul, le Malayalam et le Kannada. Avant de nous plonger dans le Kannada, je vous propose un petit extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors il y a un peu de bruit de fond dans certains enregistrements, mais au moins vous entendrez l'ambiance de Bangalore. ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Histoire. L'histoire du Canada est divisée en 3 grandes périodes. Vieux Canada à partir de 450, Canada moyen à partir de 1200 et Canada moderne depuis 1700. Des textes écrits en d'autres langues avant le 5e siècle comportent des éléments qui ont peut-être été influencés par un ancêtre du Canada, mais l'inscription la plus ancienne qui est clairement en Canada date d'environ 450. Retrouvée à Al-Midi, un village du sud du Karnataka, elle est écrite en alphabet Kadamba, nommé d'après la dynastie qui règne dans la région à l'époque. Cet alphabet est une évolution de la Brahmi, un système d'écriture qui remonte au 3e siècle avant notre ère. La plupart des écritures d'Asie du Sud et du Sud-Est descendent de la Brahmi. Vers le 7e siècle, l'écriture Kadamba évolue en alphabet Telugu Kannada, utilisé comme son nom l'indique pour écrire le Telugu et le Kannada, puis les deux alphabets divergent vers le 14e siècle, mais ils se ressemblent encore beaucoup aujourd'hui. Ne confondez pas cet arbre généalogique des écritures brahmiques avec l'arbre généalogique des langues dravidiennes de tout à l'heure. Les deux choses sont indépendantes, ce n'est pas parce que deux langues s'écrivent avec des alphabets qui ont la même origine que les langues elles-mêmes sont de la même famille. Quand on voit à quoi ressemblait la Brahmi, c'est difficile de voir la ressemblance avec l'alphabet Kannada. Une raison qui peut expliquer cette évolution, c'est les manuscrits sur feuilles de palmier. Ces feuilles ont été un important support d'écriture en Inde pendant des siècles, et quand on trace des lettres arrondies, on risque moins de déchirer la feuille qu'avec des angles droits. Mais revenons à l'histoire de la langue. Le Kannada est la langue d'un certain nombre de dynasties, d'empires et d'États situés autour du Karnataka moderne, et notamment de la dynastie Rashtrakuta. On considère que la littérature en Kannada commence réellement sous son règne au 9e siècle. Contrairement aux autres littératures anciennes d'Inde qui sont plutôt de tradition hindouiste, celle en vieux Kannada est écrite par des Jainas, c'est-à-dire des adeptes du jaïnisme, dont notamment Pampa, Ranna et Ponna, considérés comme 3 des plus grands poètes. Le premier ouvrage sur la grammaire du Kannada est le Kaviraja Marga de 850, mais l'une des descriptions les plus complètes et influentes de la langue est publiée en 1260 par le grammairien Keshiraja. Une forme particulièrement importante de poésie appelée Vachana connaît son âge d'or au XIIe siècle. Ces textes ont des thèmes religieux et sont composés par des adeptes du lingayatisme, une branche de l'hindouisme. L'hindouisme aura par la suite une influence importante sur la littérature kannada qui continuera de se développer sous le royaume de Vijayanagara et le royaume de Mysore. Une langue qui a influencé le Kannada tout au long de son histoire, c'est le sanskrit. Pour faire simple, c'est en quelque sorte le latin de l'Inde, une langue ancienne avec une importance culturelle et religieuse immense. C'est pas exactement l'ancêtre des langues indo-aryennes, mais pas loin. Beaucoup de langues d'Inde, y compris le Kannada, ont massivement emprunté au sanskrit, en particulier pour le vocabulaire spécialisé, mais pas seulement. Et donc, des mots sanskrit en Kannada, y a qu'à se baisser pour en ramasser. Nikhantu, Dictionnaire, Sangita, musique, Shukravara, vendredi, Sakkare, sucre,
onte, chameau. Les 3 premiers sont ce qu'on appelle des tatsama, des mots empruntés au sanskrit tel quel ou presque, et les 2 derniers sont des tadbhava, des mots qui ont subi plus de modifications. Et les mots tatsama et tadbhava sont eux-mêmes des mots sanskrits et des tatsama en Kannada. Le Kannada a été aussi influencé par le prakrit. On dit souvent le prakrit au singulier, mais en fait c'est pas une langue, mais tout un ensemble de langues indo-aryennes qui descendent plus ou moins du sanskrit, parlées jusqu'au Moyen-Âge, et ancêtres de certaines langues indo-aryennes modernes. Comme mot qui vient probablement d'un prakrit, il y a vanna, couleur, encore que ça a l'air parfois difficile de distinguer un mot d'origine prakrit d'un tadbhava. À partir du XVIe siècle, les Européens, et plus précisément les Portugais, commencent à s'établir en Inde et le Kannada emprunte quelques mots au portugais. landra, Lanterne, istri, repassage ou encore sabunu, savon. Le premier journal en Kannada, Mangaluru Samachara, les nouvelles de Mangalore, est publié en 1843 par un missionnaire allemand, Hermann Mögling. À la fin du XVIIIe siècle, 4 guerres opposent le royaume de Mysore à la Compagnie des Indes orientales et en 1858, le Raj britannique est fondé. Le territoire où l'on parle Kannada est partagé entre plusieurs provinces et la seule province où le Kannada est majoritaire est Mysore, qui devient donc le centre de la culture et de la langue kannada. Aujourd'hui, Mysore est la 2e plus grande ville du Karnataka. En 1950, quelques années après l'indépendance de l'Inde, le Kannada est inclus à la 8e annexe de la Constitution indienne, c'est-à-dire la liste des langues avec une reconnaissance officielle. En 1956, les frontières de plusieurs États sont redessinées et un État où les Kannadigas sont majoritaires est formé, le Karnataka. Et en 2008, l'Inde déclare le Kannada langue classique, c'est-à-dire une langue reconnue pour son histoire ancienne, sa riche tradition littéraire et son influence culturelle. Écriture et prononciation. Le Kannada donc s'écrit avec le très joli alphabet Kannada. La prononciation est plutôt simple et on écrit à peu près comme on prononce. Même si les formes sont très différentes, l'alphabet fonctionne de manière similaire aux autres écritures indiennes. Quand je dis alphabet, c'est pas tout à fait correct parce que l'écriture kannada est en fait un alphasyllabaire ou abugida. Ça veut dire que les lettres ne représentent pas des sons individuels, mais des consonnes accompagnées d'une voyelle. Si on prend le mot 17, qui veut dire 17, il y a 4 grosses lettres qui représentent les consonnes, et les voyelles sont écrites au moyen de petits signes appelés diacritiques. Le A de la première syllabe n'a aucun signe. Toutes les consonnes ont ce qu'on appelle une voyelle inhérente. Par défaut, elles se prononcent avec un A. na, de, la, Si on veut un A long, on met cette boucle vers le bas, à droite de la lettre. La plupart des lettres ont une barre dessus avec un crochet à droite, et le crochet est souvent remplacé quand on ajoute une voyelle. Le I s'indique avec une petite boucle, mais ça dépend des lettres. Pour celles qui ont un corps rond, comme Da, la boucle est plus grosse et couvre tout le dessus de la lettre. Au total, il y a 13 voyelles écrites, a, i, u, e, o, qui peuvent être courts et longs, 2 diphtongues, I, au, et la dernière voyelle est un peu bizarre, c'est un R. En fait, en sanskrit, R peut jouer le rôle de voyelle. En Kannada, cette voyelle est plutôt prononcée. r, Elle est assez rare et on la trouve dans des mots d'origine sanskrite comme justement le nom du sanskrit. samskruta, Remarquez que plusieurs des diacritiques pour les voyelles sont en fait en 2 parties. O est la combinaison de E et OU, et pour plusieurs des voyelles longues, on ajoute cette boucle à droite. Il y a quelques irrégularités. OU s'indique normalement avec une sorte de crochet qui remonte vers le haut, comme ici dans la combinaison TOU. Mais dans VOU, le crochet est écrit un peu plus en dessous de la consonne. J'imagine que c'est parce que si on l'écrivait comme pour les autres lettres, ça donnerait ça, qui est un symbole déjà occupé parce que c'est la lettre Ma. Et comment on fait pour les mots qui commencent par une voyelle, donc sans consonne avant ? Eh ben dans ce cas, il y a une lettre à part entière pour chaque voyelle, par exemple dans le mot iga, maintenant. Certaines personnes prononcent E plutôt IE et O plutôt WO. Voyons les consonnes un peu plus en détail. Comme dans les autres écritures indiennes, elles sont classées par points et modes d'articulation. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo sur la phonétique. Il y a 2 types de consonnes qui peuvent être un peu difficiles à prononcer. Premièrement, les aspirées, donc suivies d'une petite aspiration. k, ch, th, p, Elles existent aussi en version sonore. g, ch, th, p, Deuxièmement, les consonnes rétroflexes. Elles sont prononcées en recourbant la langue vers l'arrière. t, d, n, l, sh. Toutes ces consonnes-là sont assez répandues dans les langues d'Inde et c'est intéressant parce qu'à l'origine, les aspirées viennent des langues indo-aryennes alors que les rétroflexes viennent des langues dravidiennes. Mais après des millénaires de contact, des langues des 2 familles ont adopté les 2 types de sons. Et il y a des consonnes rétroflexes et aspirées, même si elles sont moins courantes. Tha, d, D'ailleurs, si vous avez déjà vu ce smiley qui fait les gros yeux, eh ben c'est une lettre qui vient du Kannada, Tha. Quand on veut écrire une consonne sans voyelle après, c'est un peu plus compliqué. En fin de mot, on met cette petite boucle appelée virama en sanskrit. Normalement, tous les mots en Kannada finissent par une voyelle, mais on peut voir ce signe dans des mots étrangers, surtout d'origine anglaise, comme computer, ordinateur. Mais ce mot peut aussi être écrit et prononcé avec un OU à la fin. computeru,
Quand on a deux consonnes qui se suivent, ce qui arrive beaucoup plus souvent, la deuxième consonne est écrite sous une forme réduite en dessous de la première. Anna, Grand frère, Itti, tu étais. Mais pour certaines consonnes, la forme réduite est un peu différente, voire difficilement reconnaissable, par exemple na dans le nom de la langue, Kannada, ou encore la, ma, ta, ya, ra. Avec trois consonnes qui se suivent, ça peut être un peu difficile à lire, comme dans Stri, un mot littéraire pour femme emprunté au sanskrit. Mais ça arrive rarement d'avoir plus de deux consonnes de suite, et généralement, le Kannada n'aime pas trop les groupes de consonnes, en tout cas dans les mots d'origine dravidienne, sauf les doubles consonnes qui sont courantes. Une exception, c'est la lettre ra. Quand on a plusieurs consonnes qui se suivent et que la première est un R, il prend la forme de cette espèce de F qui s'écrit à la fin de la syllabe concernée. On a ça dans le mot. Karnataka, La deuxième syllabe, rna, s'écrit en fait dans l'ordre n-a-ra. Une autre exception, c'est quand la première consonne est une consonne nasale. Dans ce cas, on n'utilise pas les formes réduites, mais la consonne nasale est remplacée par ce rond appelé anusvara. À l'origine, en sanskrit, ça indique des voyelles nasales, mais le Kannada n'a pas de voyelles nasales et ça se prononce juste m, n, en fonction de la consonne qui suit. Tumba, Très, Chandra, lune, Ganda, Marie. Bengaluru. Dans ce dernier mot, l'anusvara est prononcé comme une velaire nasale n. En principe, il y a une lettre pour représenter ce son, mais en fait ce son est toujours écrit sous la forme d'un anusvara, et donc cette lettre est inutilisée et je sais pas pourquoi elle est incluse dans l'alphabet officiel. Et en fin de mot, ce qui peut arriver dans des mots étrangers, l'anusvara se prononce m comme dans Assam, une région du nord-est de l'Inde. L'écriture Kannada n'a pas que des consonnes et des voyelles, mais aussi des chiffres. Ça marche comme les chiffres que vous connaissez, sauf que les symboles sont différents. Mais en pratique, on utilise les deux types de chiffres. Une dernière chose qui concerne la prononciation, c'est le sandhi. C'est un terme emprunté à la grammaire sanskrite utilisé en linguistique pour désigner des changements phonétiques qui ont lieu à la frontière entre les mots ou les morphèmes. La liaison et l'élision en français sont des types de sandhi. L'une des manières de transformer une affirmation en question, c'est d'ajouter « et » au dernier mot de la phrase. Mais le Kannada n'aime pas avoir deux voyelles qui se suivent, et donc l'ajout du suffixe entraîne différents changements pour résoudre le problème. Si le mot se termine par « ou », celui-ci est élidé. Adu Todaku, C'est un problème. Adu Todake, C'est un problème. Si le mot se termine par i ou e, alors on insère y. Adu Mane, Adu Maneye, C'est une maison. Avec un a, on insère v. Adu Kashta, Adu Kashtave, C'est difficile. Par contre, si on a affaire à un nom masculin, on insère un n. Ivanu Huduga, Ivanu Hudugane, C'est un garçon. Historiquement, ces mots se terminaient par un n qui a disparu, mais qui réapparaît ici, un peu comme ce qui se passe avec les liaisons en français. Là où ça peut être déroutant, c'est que le sandhi peut aussi s'appliquer entre certains verbes courants et le mot qui précède. Nanu Illa, Je ne suis pas là est souvent raccourci en. Nanilla. Le sandhi est souvent facultatif et peut dépendre des régions, voire des préférences personnelles. Grammaire. La grammaire du Kannada est à bien des égards très différente du français, mais elle est aussi plus régulière. Première différence, les verbes sont toujours à la fin de la phrase. Nanu Ivattu Sinimage Hoguttene. Je vais au cinéma aujourd'hui, littéralement, je aujourd'hui, cinéma au v. Deuxièmement, le Kannada est une langue centripète ou montante ou lévoverse, apparemment c'est la terminologie en français. Ça veut dire que contrairement au français, il a une très forte tendance à mettre les mots modificateurs avant ceux qu'il modifie. Donc les adjectifs viennent avant les noms, mais aussi le complément du nom, comme dans Bharatada Rajadhani. de l'Inde la capitale de l'Inde. Là où c'est plus déroutant, c'est qu'on met aussi les propositions subordonnées en premier, mais on verra ça plus tard. Le Kannada est aussi une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'il a tendance à empiler les suffixes. Si on reprend l'extrait de tout à l'heure, on a le mot Nagaragalallandu, l'une des villes. Dans ce mot, on a ville pluriel dans un. Je dirais que Wandu, un, est un mot à part entière plutôt qu'un suffixe, mais le sandhi brouille un peu les frontières entre les deux. Le Kannada a trois genres, masculin, féminin et neutre. Mais à la différence des langues indo-européennes où le genre est assez arbitraire, là c'est beaucoup plus simple. Les mots qui désignent des hommes sont masculins, ceux qui désignent des femmes sont féminins, et tout le reste est neutre. Il y a une exception, le soleil, la lune et les planètes sont masculins parce qu'ils tirent leur nom de divinités hindoues masculines comme Surya, pour le soleil. On verra après que le genre est important entre autres pour les verbes. Au pluriel, la distinction entre masculin et féminin disparaît. Le pluriel est assez facile à former, selon le genre et la voyelle finale, on ajoute soit aru, soit galu. Snehita, Snehitaru, Ami au masculin, Snehite, Snehiteyaru, ami au féminin. Raste, Rastegalu, Route. Mais il y a quelques termes de parenté qui ont un suffixe différent au pluriel. Akka, Akkandiru, Grande sœur. Le Kannada a des déclinaisons. Traditionnellement, on distingue 8 cas qui sont comme par hasard exactement les mêmes qu'en sanskrit, mais c'est parce que le Kannada a été longtemps analysé selon la tradition grammairienne du sanskrit, malgré son fonctionnement différent.
En fait, l'instrumental et l'ablatif sont un seul et même cas, et il est d'ailleurs dérivé du génitif, tout comme le locatif. La déclinaison est pas très compliquée, c'est toujours les mêmes suffixes. Les radicaux ne changent pas, mais peut y avoir plusieurs manières d'attacher le suffixe au radical en fonction du genre et de la dernière voyelle des mots. Ici, je vous ai mis un exemple de chaque genre. Au nominatif, il y a une forme alternative en ou qui est assez littéraire. Un petit exemple de l'utilisation des cas. ನಾನು ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Je mange un dosa à la maison. Le dosa, c'est un genre de crêpe du sud de l'Inde, la pâte est généralement à base de riz et de lentilles. Le sujet naanu est au nominatif, l'objet direct doseyannu est l'accusatif de dose, mais le suffixe de l'accusatif est facultatif pour les noms neutres et on pourrait aussi dire dose. Et maneyalli est le locatif de mane, maison. Pour former les cas au pluriel, on utilise simplement le suffixe du pluriel auquel on ajoute les mêmes suffixes de cas qu'au singulier. Il n'y a pas de préposition, mais des postpositions. ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ. Derrière la maison, maneya est le génitif de mane, maison, et hinde derrière vient après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi décliner les postpositions. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹೊಲ. Le champ derrière la maison, derrière est au génitif, donc c'est littéralement le champ de l'arrière de la maison. Il n'y a pas d'article, mais si on veut vraiment indiquer qu'un nom est indéfini, on peut mettre le numéral 1 devant. ಒಂದು. Ou ಒಬ್ಬ. pour une personne. Et pour préciser que c'est défini, on peut utiliser les pronoms démonstratifs ಈ. et ಆ. qui indiquent respectivement ce qui est plutôt proche et ce qui est plutôt loin, ce-ci et ce-là. L'alternance entre i pour ce qui est proche et a pour ce qui est loin se retrouve dans d'autres pronoms. Illi, ici, alli, là. Avec un et, on a le pronom interrogatif correspondant. ಎಲ್ಲಿ. Où, ಹೀಗೆ. comme ceci, ಹಾಗೆ. comme ça, ಹೇಗೆ. comment. ಈಗ. Maintenant, ಆಗ. alors, ಯಾವಾಗ. quand. Celui-là est un peu irrégulier. Passons au pronom personnel. À la troisième personne, on retrouve la distinction de genre et la différence entre masculin et féminin disparaît au pluriel. Il y a deux jeux de pronoms de la troisième personne en fonction de si ce dont on parle est proche ou éloigné. En fait, ces pronoms sont dérivés des pronoms démonstratifs i et a. Les pronoms personnels se déclinent à peu près comme les noms avec quelques irrégularités. Le Canada a un pluriel de politesse. Ni nous c'est tu et ni vous c'est vous, donc utilisé pour s'adresser à plusieurs personnes ou poliment à une seule personne. Alors vous allez me dire que c'est comme le tutoiement et le vouvoiement en français. Oui, à ceci près que ça s'applique aussi à la troisième personne. Donc la phrase ಇವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು. peut vouloir dire aussi bien « ce sont mes professeurs » que « c'est mon professeur ». La phrase au singulier « Ivano nana guru » est théoriquement correcte, mais en pratique ce serait irrespectueux. Et oui, guru est emprunté au sanskrit et c'est aussi de là que vient le mot français gourou. Le mot nana qui veut dire mon est simplement le génitif de nanu, je, il n'y a pas de pronom possessif distinct. Notez aussi qu'on tutoie beaucoup moins en Canada qu'en français, et dans certaines familles, c'est normal d'appeler son grand frère ni vous. La partie la plus complexe de la grammaire du Canada, c'est sans aucun doute les verbes. La forme de base des verbes, c'est l'impératif. Il y a deux grandes catégories de verbes, ceux en ou comme maadu, faire, et ceux en i ou e comme kare, appeler. Les deux groupes se conjuguent à peu près de la même façon, la seule différence est la manière dont certains suffixes sont attachés. Pour conjuguer au présent, on a un suffixe qui indique le présent, ut, et un autre suffixe qui marque la personne. À la troisième personne, on conjugue aussi selon le genre. ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Il fait, ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. elle fait. Pour le futur, on met le suffixe ouv suivi d'un jeu de suffixes différents pour indiquer la personne. À certaines personnes, il y a plusieurs formes possibles, ça dépend surtout des régions, donc je ferai, ça peut se dire ಮಾಡುವೆನು. ou. ಮಾಡುವೆ. Bon, je passe vite, vous ferez la pause si vous voulez lire ça en détail. Au passé, le suffixe caractéristique est de et on marque la personne avec les mêmes suffixes qu'au futur. ಮಾಡಿದೆನು. J'ai fait. À la troisième personne neutre au singulier, la terminaison est différente et ajoutée directement en radical. ಮಾಡಿತು. Ça a fait. Il y a un certain nombre de verbes qui ont un radical irrégulier au passé. Kali, kalitu, apprendre. Tinnu, tindu, manger. Alu, atu, pleurer. Dans les phrases qui expriment une identité au présent, on n'utilise aucun verbe. Je suis étudiante se dit simplement je étudiante. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. Si on a vraiment besoin d'un verbe, par exemple pour utiliser un autre temps que le présent, on peut se débrouiller avec agu, devenir. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದೆನು. J'étais étudiante. Avec les règles de Sandy, ça fait un grand mot, mais on a en réalité 3 mots dedans. Vidyarthini, étudiante, agi, devenue, iddenu, j'étais. Donc littéralement, j'étais devenue étudiante. Iddenu, c'est une forme d'un autre verbe qui se traduit par être, iru. Attendez, iru? Oh, famille dravido-japano-altaïque confirmée. Non, en vrai c'est une coïncidence. La conjugaison de iru au présent et au passé est un peu irrégulière, ici je vous montre le présent. Ce verbe n'exprime pas une identité, mais plutôt la présence ou l'existence.
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆ ಇದೆ. Il y a une assiette sur la table. ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. Il était à la maison. Comme vous le voyez, ce verbe peut se coller au mot qui précède. Il n'y a pas vraiment de verbe pour avoir, on utilise à la place des constructions avec iru. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. J'ai une petite sœur, littéralement, à moi, une petite sœur il y a. Le possesseur est exprimé au datif parce qu'il s'agit d'une possession inaliénable, c'est-à-dire une possession permanente qui ne peut pas changer, typiquement des liens de parenté ou les parties du corps. Mais pour une possession aliénable, donc plus temporaire, on utilise des constructions du genre ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕಾರು ಇದೆ. J'ai une nouvelle voiture, littéralement, près de moi, il y a une nouvelle voiture. On ne peut normalement utiliser qu'un seul verbe conjugué par phrase tout à la fin. Donc si on veut dire « je suis entré dans le magasin et j'ai acheté de l'eau », le seul verbe conjugué est « acheter » et pour « entrer », il faut utiliser un participe. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. Littéralement, je, dans le magasin étant allé, de l'eau est acheté. Hogi est le participe passé irrégulier de hogu, aller. Le participe passé est régulier pour la plupart des verbes et se termine par i ou selon la conjugaison. Il y a aussi un participe présent qui se termine en utta. Wodu, lire, wodutta, lisant. Les participes peuvent être combinés avec iru pour former des temps composés. ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Je suis en train de lire, ಓದುತ್ತಿದ್ದೆನು. j'étais en train de lire. Le conditionnel se forme en ajoutant le suffixe are au radical du passé. Mais il ne correspond pas exactement au conditionnel français, mais plutôt à une proposition avec si. ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. Si vous m'aidez, nous pouvons finir rapidement. Sahaya est un nom qui veut dire aide, donc aider c'est faire de l'aide. Un certain nombre de verbes français se traduisent par un nom avec faire. Mugisa bahudu, on peut finir, c'est un mot intéressant. La base c'est mugi, finir, qui est intransitif. Avec le suffixe causatif isu, ça devient mugisu qui le rend transitif, c'est-à-dire mettre fin à quelque chose plutôt que se terminer. Mugisa est un infinitif et bahudu est un verbe invariable qui sert à exprimer la possibilité. L'une des choses les plus différentes du français, c'est les propositions relatives. Le film que nous regardons est mauvais. Que est un pronom relatif qui reprend le film et c'est l'objet de regardons. Mais en Canada, c'est différent. ನಾವು ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. La langue n'a pas de pronom relatif. Noduva est une forme qui n'existe pas en français, un participe relatif de nodu, voir. C'est une forme invariable, son sujet ici est navu, nous, et toute la proposition relative se met avant le nom modifié, en l'occurrence cinéma, film. Donc grossièrement traduit, on dit nous voir film est mauvais. Noduva peut indiquer le futur ou le présent, mais il existe aussi un participe relatif passé, nodida. Contrairement au pronom relatif français, le participe relatif ne nous dit pas si le mot qui suit est un sujet, un objet ou autre chose. Bareda peut vouloir dire qui a écrit, qui a été écrit, à qui on a écrit, etc. Mais c'est clair avec la syntaxe du reste de la phrase et le contexte. ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. La personne à qui j'ai écrit la lettre ou plus littéralement, la personne caractérisée par le fait que j'ai écrit la lettre. ನನಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. La personne qui m'a écrit la lettre. ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ ದಿನ. Le jour où j'ai écrit la lettre. Bref, la logique est très différente du français, mais les participes relatifs sont très flexibles. Si on ajoute au participe aga, alors ça donne quand. ಅವರು ಹೋದಾಗ. Quand ils sont partis. Il y a deux mots de négation principaux. Illa pour nier la présence ou l'existence et Allah pour nier l'identité. ನಾನಿಲ್ಲ. Je suis pas là. ನಾನಲ್ಲ. C'est pas moi. Ces deux mots sont aussi utilisés pour dire non. Et si vous vous demandez, le mot pour oui est haudu. La négation des autres verbes n'est pas si simple à former. On ne peut pas se contenter de mettre un de ces mots devant le verbe. Pour le présent ou le futur, c'est la même négation pour les deux, il faut partir du non-verbal, une forme qui ressemble à la troisième personne neutre du futur. Maduvudu, c'est le faisage quoi. Et si on ajoute illa, ça donne la négation. ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Je ne fais pas ou je ne ferai pas ce travail. Littéralement, c'est quelque chose comme il n'y a pas de mon faisage de ce travail. Pour le passé, c'est le même principe, sauf que illa est ajouté à un infinitif formé avec le suffixe alu. ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Je n'ai pas fait ce travail. Les deux verbes de négation sont assez particuliers parce qu'ils n'existent qu'au présent et ne changent pas selon la personne. Il y a d'autres verbes du même genre appelés défectifs, par exemple beku, qui peut se traduire par vouloir, devoir ou avoir besoin selon le contexte. Il a sa propre forme négative, beda. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ಬೇಕು. Il a besoin de beaucoup d'argent. Il est le sujet de la phrase en français, mais en Canada, il est au datif. À lui, beaucoup d'argent, il faut. ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? Pourquoi tu n'as pas fait le travail qui devait être fini? Ici, on a le mot mugisabekada, qui devait être fini.
Beku est collé à l'infinitif mugisa, finir, et comme ce verbe est invariable, quand on veut le conjuguer, on y ajoute le verbe devenir, ici au participe relatif passé ada. Un certain nombre de verbes peuvent servir de verbe auxiliaire. Ajouté à un infinitif ou à un participe, il précise le sens du verbe. Bidu, laisser, indique qu'on a fini l'action. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟೆನು. J'ai fini de lire le livre. Il y a aussi kollu, acheter mais à l'origine prendre, pour dire qu'on fait l'action pour soi-même, et kodu, donner quand on fait l'action au bénéfice de quelqu'un d'autre. Parlons vite fait des adjectifs. Le proto-dravidien, l'ancêtre des langues dravidiennes, n'avait apparemment pas d'adjectifs, et dans les langues dravidiennes modernes, les adjectifs sont souvent une catégorie un peu étrange. Très peu d'adjectifs peuvent être utilisés tels quels comme épithète et comme attribut du sujet. C'est surtout le cas des couleurs. ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು, Un chat noir, ಬೆಕ್ಕು ಕಪ್ಪು. le chat est noir. Mais les autres adjectifs peuvent être utilisés seulement comme épithète. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, Le nouveau film. Si on veut dire le film est nouveau, on peut pas dire cinéma hosa. Non, là il faut transformer l'adjectif en nom et dire littéralement le film est une chose nouvelle. On utilise pour ça un suffixe de nominalisation. Vous voyez dans ce tableau que du est le suffixe pour le neutre au singulier, on dit donc ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದು. et hosavanu ce serait un nouveau pour un homme. Ces suffixes de nominalisation sont particulièrement utiles parce qu'ils peuvent être utilisés avec autre chose que des adjectifs, avec des noms ou des pronoms au génitif par exemple nanna, mon, nannadu, le mien, mane, maison, maneya, de la maison, maneya varu, ceux de la maison, mais c'est aussi un mot qui veut dire époux. On peut aussi nominaliser des participes relatifs. ನಾಳೆ ಬರುವವಳು, Celle qui va venir demain de baruva, participe relatif de baru, venir. Et si je vous remontre les pronoms personnels de la troisième personne, c'est simplement des déterminants démonstratifs avec les suffixes de nominalisation. Pour revenir aux adjectifs, il existe encore un type d'adjectif, ou plutôt de mots normalement traduits par des adjectifs en français, parce que ce sont en réalité des noms. ಸಂಗೀತ ಸುಂದರ, La musique est belle. Mais ce qu'on dit en fait, c'est la musique est une beauté. Et si on veut dire une belle musique, il faut transformer beauté en adjectif avec le suffixe ada. ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ. Aada est le participe relatif passé de agu, devenir, donc littéralement on dit une musique qui est devenue une beauté. Le Kannada n'a pas vraiment de comparaison des adjectifs. À la place, on utilise la postposition inta, comparé à, ajoutée au datif du nom avec lequel on compare. Donc pour dire Delhi est plus grand que Bangalore, on dit ದೆಹಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. Delhi comparé à Bangalore est une chose grande. Allez, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Étymologiquement, 8 et 9 sont probablement dérivés de quelque chose comme 2 avant 10 et 1 avant 10. Je vous passe les dizaines et les centaines, ce qui est plus intéressant, c'est les grands nombres. Il n'y a pas de mot pour millions et milliards, mais un mot pour 100 000, laksha, et un pour 10 millions, koti. Prenons la population approximative de l'Inde, 1 428 630 000. Nous, on groupe les grands nombres par paquets de 3 chiffres, mais en Inde, on les groupe par 3, puis par paquets de 2 après les milliers. Donc en Canada, ça se dit 142 ಕೋಟಿ 86 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ. c'est-à-dire 142 koti, 86 laksha, 30 000. Notez que ce système n'est pas spécifique au Canada, il est globalement utilisé par tous les Indiens et d'ailleurs les mots koti et laksha ont été empruntés tels quels au sanskrit. Ce qui est intéressant, c'est que ce système est aussi utilisé en anglais. Le mot pour 100 000 est lakh et celui pour 10 millions est crore. Et donc en anglais indien, ce nombre se dit 142 crores 86 lakhs 30,000. Ce que je vous ai présenté, c'est le Kannada littéraire, la langue utilisée à l'écrit dans les médias et les situations formelles. Mais il y a des différences importantes entre la langue littéraire et celle de tous les jours, même si c'est pas aussi extrême qu'en tamoul par exemple, où la langue littéraire est quasiment une autre langue. Il n'y a pas une seule forme de Kannada parlé. On recense une vingtaine de dialectes répartis en 4 grands groupes, nord, centre, sud et la côte. Les dialectes du sud, parlés dans les grands centres urbains de Bangalore et de Mysore, sont les plus représentés dans les médias. Vous aurez sûrement remarqué que les terminaisons des noms et des verbes sont parfois assez longues. Dans la langue parlée, elles sont très souvent raccourcies. Si on reprend la phrase « je mange un dosa à la maison », ನಾನು ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. c'est la version en Kannada littéraire. Mais dans la vie de tous les jours, un habitant de Bangalore dirait plutôt ನಾನು ದೋಸೆನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. Un phénomène qu'on peut remarquer notamment dans les grandes villes, c'est l'usage massif de mots anglais, à un point que si on utilise l'équivalent en Canada au lieu du mot anglais, ça peut faire bizarre ou trop formel. ನಾನು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Je cherche mon livre. Le mot habituel pour livre est pustaka emprunté au sanskrit. Mais dans une conversation à Bangalore, vous avez des chances d'entendre plutôt ನಾನು ಬುಕ್ಕನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ. Je cherche mon book, quoi.
mais adapté à la grammaire du Canada avec le suffixe de l'accusatif. Énormément de mots anglais sont entrés dans le langage courant, mais pas toujours avec le même sens qu'en anglais. Hotalu ne désigne pas un hôtel, mais un restaurant. Et military hotelu, ce n'est pas un hôtel militaire, mais un genre de restaurant pas cher qui sert des plats avec de la viande. Je connaissais rien du tout à cette langue avant de me renseigner pour cette vidéo, et je la trouve vraiment intéressante. Déjà, l'écriture est très jolie et peut-être pas aussi difficile que d'autres écritures indiennes. J'aime bien la grammaire avec son caractère assez régulier et ses suffixes qui s'empilent, et j'ai pu remarquer de ressemblances avec le japonais, pas à cause d'une origine commune, mais parce que les langues qui mettent le verbe à la fin ont tendance à avoir une syntaxe un peu similaire. Je suis jamais allé en Inde, mais ça me plairait bien d'aller découvrir le Karnataka. On y trouve plein de sites historiques et naturels, la nourriture a l'air bonne et il y a bien sûr une culture riche. On l'a vu, le Canada a une littérature depuis plus d'un millénaire et le Karnataka a son industrie cinématographique. D'ailleurs c'est marrant, en Inde il y a Bollywood, Tollywood, Kollywood, il y en a un par lettre, mais le cinéma du Karnataka est surnommé Sandalwood, comme le bois de santal en anglais, parce que la région est réputée pour son bois de santal. À part la grammaire et la différence entre la langue littéraire et la langue familière, je pense que la principale difficulté, si on veut apprendre le Canada, c'est le manque de ressources. En français, il y a à peu près rien, et même en anglais, c'est étonnamment difficile de trouver des informations détaillées qui ont moins d'un siècle. Mais par chance, il existe un excellent manuel de Canada en anglais écrit par le professeur d'indologie néerlandais Robert Zeidenbos et qu'il a mis à disposition gratuitement. Il m'a été très précieux pour cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur le Canada, je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Un très grand merci à Snehaja qui a répondu à mes nombreuses questions et enregistré sa voix, je n'aurais pas pu faire cette vidéo sans son aide. Merci d'avoir regardé, et comme on pourrait le dire en Canada, like Mahdi, subscribe Mahdi, et oui c'est à moitié de l'anglais.